Géopolitique, émergence du Sud global, l'effondrement du bloc occidental, telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricanisme. Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mot Sud global ou alors de l'organisation le Sud global. Cet ensemble hétérogène de pays non alignés, désignant les pays autrefois dits du tiers-monde, la notion regroupe les États du Sud, principales victimes des effets néfastes de la mondialisation et refusant de s'aligner sur l'un ou l'autre des puissants du grand global ou alors du Nord global, cet autre nom de l'Occident. Eh bien, parlons de l'histoire de cette notion. Même si elle se réfère à l'un des 4 points cardinaux, la notion de Sud global n'est pas exclusivement géographique ou économique. La guerre en Ukraine a montré le rôle croissant dans l'arène internationale de cet ensemble de pays en voie de développement et émergents d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Une quarantaine d'entre eux, à commencer par la Chine ou l'Inde, se sont abstenus lors des votes à l'ONU les 2 mars, 7 avril et 12 octobre dernier, condamnant l'agression russe, puis l'annexion des 4, on va le dire comme ça, oblasts de l'Est du Donbass. D'autres, plus nombreux, ont certes voté pour ces résolutions. Mais qui étaient-ils ? Mais ils refusent à prendre part dans une guerre dont les plus pauvres d'entre eux, notamment en Afrique, sont les victimes collatérales à cause de l'explosion des coûts de l'énergie ou des céréales. Le terme, longtemps cantonné au monde militant et à celui des chercheurs, est désormais repris, y compris par les think tanks occidentaux les plus prestigieux. Désormais, on parle donc de Sud global. Je préfère le mot Sud tout court sans ce global qui se réfère implicitement à la mondialisation de l'économie car il s'agit d'une notion qui est essentiellement politique et qui le devient de plus en plus, même s'il y a, à première vue, peu de points communs au sein de cet ensemble entre les grands émergents comme le Brésil ou l'Inde et par exemple la République centrafricaine, relève toutefois aujourd'hui Bernard Bédadier et qui est aujourd'hui professeur émérite à Sciences Po, par l'autre Bernard Bédadier que vous connaissez, Paris, auteur de Quand le Sud réinvente le monde. C'est un livre que je vous conseille d'ailleurs de lire. La découverte, c'était en 2018. Avant le Sud, il y eut le tiers-monde, concept inventé par les mondialistes. Les grands économistes et surtout le démographe Alfred Sauvy, dans un article pour l'Observateur, daté en tout cas du 14 août 1952, titré « 3 mondes, une planète ». Ce tiers-monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers-État veut lui aussi être quelque chose, concluait-il avec lyrisme. Nous sommes là en 1952. Forte de la référence à la Révolution française, l'expression fut aussitôt reprise un peu partout. Le tiers-monde est hétérogène, mais le tiers-État l'était aussi. Les nouveaux États asiatiques et africains nés des indépendances refusent la logique des blocs et le mouvement des non-alignés lancé à la conférence de Berlin, alors de Bandung, en 1955, qui devient d'ailleurs leur drapeau. Alors que commence à se dessiner au mi-temps des années 1980, à la fin de la guerre froide, la notion de tiers-monde commence donc à vaciller. La mondialisation devient peu à peu une réalité. Le terme Sud est repris dans le titre du rapport de l'ONU sur le développement inégal rendu en 1980 par la commission présidée par l'ancien chancelier allemand Willy Brandt. Une carte montre même la ligne censée séparer le Nord riche d'un Sud encore en développement ou tout simplement pauvre. Elle court le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, passe au milieu de la Méditerranée, remonte vers les limes méridionales en Asie de ce qui était encore l'Union des républiques socialistes soviétiques. Puis plonge plein sud afin de laisser au nord aussi bien l'Australie et la Nouvelle-Zélande que le Japon. Voilà un peu expliqué aujourd'hui cette géopolitique qui est aussi une géopolitique du chaos où nous nous interrogeons également l'émergence du Sud global, l'effondrement du bloc occidental. En tout cas, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jezelongo. Je dis bonjour à mes co-combattants. Malheureusement, le format
n'est-ce pas, notre émission ne nous permet pas de nous retrouver ensemble sur le plateau. Ils ont mon bonjour ce matin. Bonjour aux techniciens, bonjour aux promoteurs de Panafricanist TV pour les sacrifices et les efforts consentis pour que cette affaire, je vous dis, cette télévision soit visible. Merci de votre soutien. Je ne dis pas du soutien intellectuel, des contributions intellectuelles. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Quand je l'ai dit, ce ne sera pas un coup de gueule, mais je vais quand même m'étonner de ce que les mondialistes états-uniens, depuis quelque temps, nous faisaient croire que le dollar est toujours fort face au yen et au yuan et que les BRICS, c'était une vue de l'esprit. Les deuxièmes informations qui nous parviennent outre-Atlantique, M. Steve Zilongos, nous indiquent que dans quelques jours, le locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, pour ne pas le nommer, va, n'est-ce pas, demander la fabrication d'une platine qui aura la valeur de 1 000 milliards de dollars pour permettre aux États-Unis de relever le niveau de l'endettement. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Cette information, nous y reviendrons forcément dans les jours à venir pour parler justement de cette platine américaine. Et à 1 000 milliards de dollars, là encore, pour essayer de voir ce qui se passe de ce côté-là. On nous a dit que c'est le pays le plus développé du monde, le plus riche également, le plus fort, le plus puissant. Mais ces dernières heures, ou alors ces derniers mois, on a l'impression plutôt que c'est tout le contraire. Mais ce qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, Albert Anatole, ici, c'est de parler de l'émergence du Sud global. Est-ce à dire tout simplement que le bloc occidental est en train de mourir? Monsieur Steve Zilongos, dans une autre tribune, il y a quelques mois, lors du déclenchement de l'opération militaire spéciale en cours du côté de l'Ukraine, les Africains avaient pris de la distance par rapport aux positions du bloc occidental qu'il était imposé via la tribune de l'ONU en vue soit de s'engager ou de s'allier derrière les sanctions contre la Russie. Bien évidemment, c'était un but juste. Exact. De ne pas s'aligner derrière le bloc occidental qui, comme vous le savez, joue de l'hypocrisie, joue de provocation, de désinformation, de manipulation. Ce bloc criminel qui pense qu'il peut instrumentaliser la planète entière. Puisque c'est le prétexte de notre analyse ce matin, la crise ukrainienne, je parle de l'opération militaire spéciale actuelle du côté de l'Ukraine, n'est pas que militaire. Il n'a pas qu'un aspect militaire. Il y a beaucoup de choses. L'avenir du monde est en train de se dessiner de ce côté-là. Lorsque je parle de l'avenir du monde, dans lors de ma première analyse, je vous ai convoqué 2 concepts qui sont utilisés par le bloc occidental, à savoir le droit international et la souveraineté. Et vous allez constater que dans le contexte de la guerre en Ukraine, ces 2 concepts sont utilisés. Ils ont même ajouté un 3e concept. En plus du concept de la souveraineté, du droit international, ils ont également ajouté le concept des droits humains, du droit humanitaire, si vous voulez, du droit humanitaire international. Eh bien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la crise en Ukraine, je vous dis, l'opération militaire spéciale en cours en Ukraine n'a pas qu'un aspect militaire. Il y a un aspect économique, un aspect politique, culturel, social, entre autres. C'est pour cela que vous voyez le bloc criminel occidental se mobiliser, faire exploser ses budgets en vue de la fabrication du matériel militaire et des munitions pour aller renforcer ou bien pour faire une sorte de coalition, pour établir une sorte de coalition internationale contre la Russie du côté de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'enjeu en Ukraine, c'est le basculement du monde.
nous partons du bloc unipolaire au bloc multipolaire, là où le droit international, les questions de souveraineté et les droits humains ne seront plus un concept, mais ce seront en réalité, ce seront les faits qui vont s'appliquer, vont s'imposer à tout le monde et non à une certaine minorité. Parce qu'elle détient une sorte de puissance nucléaire, ou bien parce qu'elle étudie le dollar et qui lui donne, n'est-ce pas, la liberté d'appliquer la fameuse loi d'exterritorialité sur toute la planète entière. Je parle de Washington. Voilà, donc aujourd'hui, la crise en Ukraine a créé des blocs. Parmi ces blocs, vous aviez d'un côté le bloc du point de vue économique, vous avez le G7. À côté du G7, qui est constitué, qui est chapeauté par les États-Unis, suivi de l'Union européenne, suivi de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, entre autres. Vous avez l'autre bloc, c'est-à-dire les BRICS, qui est constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, entre autres. Mais entre-temps, vous avez une vingtaine d'autres pays du giron sud global qui sont en train de toquer à la porte. Et du point de vue démographique, je voudrais quand même vous indiquer, M. Steve Longos, que la population des BRICS est 100 fois largement supérieure à celle du G7. Ça, c'est important de le dire. Et en plus, du côté des BRICS, tant du côté du G7, vous avez des puissances nucléaires. De ce côté-là, il y a déjà un équilibre. Maintenant, du point de vue économique, il y a un déséquilibre parce qu'aujourd'hui, les dernières informations font état de ce que le budget des BRICS est désormais largement supérieur à celui du G7. Et puis, le dollar qui a été imposé, n'est-ce pas, à la politique monétaire internationale sera désormais remplacé par l'or, par le coût de l'or, comme ça devait être le cas. Il faut sécuriser les économies mondiales et non, n'est-ce pas, les instrumentaliser comme le fait Washington avec son dollar et son complexe militaro-industriel. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que c'est l'effondrement du bloc occidental? Oui, l'émergence du Sud global, c'est bien évidemment l'effondrement du Sud global. Vous avez donné quelques éléments factuels. En ce qui concerne mon propos, l'engagement, l'attitude, je veux dire l'attitude des pays du Sud lors de ces fameuses, n'est-ce pas, sessions, n'est-ce pas, de l'ONU en vue des sanctions contre la Russie. Exact. Vous avez vu la position des uns et des autres. Il y en a qui sont abstenus, d'autres qui ont voté contre carrément, d'autres qui n'ont même pas assisté au vote, qui ont carrément décidé de sortir de la salle. C'est aussi une sorte de vote. Maintenant, vous avez l'arrivée des BRICS, parce qu'ils ont déjà, les BRICS ont déjà, la banque, soit dit en passant. C'est-à-dire, les BRICS ont repris le projet que portait, n'est-ce pas, un patriote africain, à la personne de Muammar Kadhafi, qui avait le rêve, le projet de créer un fonds monétaire africain. Eh bien, les BRICS ont repris en leur compte ce projet. Eh bien, aujourd'hui, Washington et le bloc occidental ne voient que du feu. Et ils font feu de tout bois. Tout à l'heure, dans ma petite rigolade, je vous ai fait savoir que Biden est dans la perspective de contourner le Congrès pour régler l'endettement des États-Unis en faisant fabriquer une platine qui aura une valeur de 10 000 milliards de dollars. Mais je crois que c'est rigolo, ça, n'est-ce pas? Ça va donc dire qu'il y a un effondrement, non seulement géopolitique, qui est visible, mais il y a également un effondrement économique qui est également visible, un effondrement financier. La preuve, c'est que tout le bloc occidental et européen est surendetté. Je prends le cas de la France. Mais l'endettement actuel de la France est de 3 000 milliards d'euros.
c'est-à-dire largement au-dessus de son PIB. Ça veut donc dire que ces gens qui vous disent, qui viennent vous aider en vous apportant de l'aide au développement, sont plus endettés que nos États. Et pour pouvoir sortir de leur surendettement, ils comptent sur quel continent? Ils comptent sur le continent africain. Voilà pour le premier jet. En ce qui concerne justement l'effondrement du bloc occidental face à l'émergence du Sud. En 1952, un auteur avait déclaré haut et fort, d'ailleurs c'était la première fois qu'on entendait parler du mot tiers-monde. On a parlé du tiers-monde dès l'année 1952, ça a poussé justement jusqu'en 1980, tiers-monde, pays pauvres très endettés. On a parlé également des pays non alignés. Finalement, ce sont ces pays aujourd'hui qui ont grandi. Et ceux qui, hier, étaient, soi-disant, en passant, des pays très développés, commencent à rentrer en arrière. Est-ce la grosse peur aujourd'hui de l'Occident de voir les derniers d'hier devenir les premiers? Je voudrais vous replonger encore plus loin. En quelle année a-t-il été rédigé le fameux protocole de Toronto? Je crois que c'était en 1961, je pense. Que dit... 67, je pense. 67. Voilà. Oui. Ah non, ils ont dévoyé. Parce que ils ont commencé à appliquer justement les projets contenus dans le protocole de Toronto bien avant. Oui. Ça veut donc dire qu'en réalité, lorsque vous lisez le protocole de Toronto... Le premier, c'était en 1965, le second en 1983. Voilà. C'est celui de 65. Oui. Là, quand vous lisez le protocole de Toronto, parce que celui de 65, c'est la version originale. Quand vous lisez le protocole de Toronto, je parle de la première version, oui, sur le chapitre portant sur la commission trilatérale, vous voyez, ils ont constitué le monde en 3 blocs, si je ne m'abuse. Exact. Et parmi les 3 blocs, vous avez le bloc africain qui ne figure pas du tout. Vous avez le bloc asiatique, le bloc européen et les États-Unis. Même au sein de ce bloc, il y a encore des sous-ensembles. La preuve, c'est que même sur le continent américain, vous avez l'Amérique du Sud constituée des États parias. En Asie du Sud, vous en avez également des États parias, même... Je vais rectifier en 1967. Voilà, en 1967. OK. Voilà. Merci. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que dit l'auteur que vous convoquez, il s'agit des projets qui ont été mis en place à la fin de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Avec la mise en place du FMI, la mise en place d'abord de l'ONU, de l'ONU à l'époque, de l'ONU si vous voulez, dans sa version qui est devenue aujourd'hui... L'ONU, le Fonds monétaire international, le GATT, le GATT, la Commission de Bruxelles, tous ces organismes. Et d'autres organismes internationaux. Tous ces organismes qui ont été mis en place après la Première et la Seconde mondiale, qui avaient vocation non pas à servir les intérêts de la planète tout entière, mais à résoudre les problèmes du bloc occidental donc européen. Les projets portés par ces organismes n'avaient rien à voir avec l'avenir ou le destin des peuples du Sud, que vous appelez les tiers-monde, parce que je crois que c'est dans les années, à la fin des années 70, début des années 80, qu'on entend parler du narratif tiers-mondiste. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas sur quels critères ils se sont basés, les mondialistes, pour classer justement le monde en blocs. Pays émergents, pays développés, pays sous-développés, pays tiers-mondistes. Je ne sais pas pourquoi. On est arrivé jusqu'au mot quart-mondiste, Albert Anatolis. Alors, je ne sais pas sur quels critères ils sont basés pour le faire. Quand on sait que la plupart des pays africains, je veux dire des pays européens, du bloc occidental, se sont enrichis par des pillages des pays qui qualifient du Sud, des crimes organisés dans les pays du Sud, n'est-ce pas, de la corruption, entre autres. Donc, aujourd'hui, lorsque nous sommes dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous voyons aujourd'hui que le roi, celui qui se prenait pour le roi, est nu.
pour ceux qui se prenaient pour des rois sont nus. En réalité, nous avons été bluffés. La question des céréales. Mais moi, je n'ai jamais su. Honnêtement, de mémoire de journaliste, je ne savais pas que le monde entier a pour grenier l'Ukraine en matière de céréales, a pour grenier la Russie en matière de céréales, et a pour engrais, a pour reçu d'engrais la Russie et l'Ukraine. Mais alors que les autres se parvenaient d'être des pays riches et qui avaient tout. Mais avec la crise ukrainienne, nous nous rendons compte qu'en fait, on a été bluffés. Que la Russie était également le pays où le gaz coule à flot. Bien évidemment qu'on a été bluffés. Donc, ça dit qu'en fait, le bloc occidental, c'était un bloc de pilleurs, de criminels, de voleurs et d'imposteurs. Voilà le tableau, M. Steve Longos. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à votre thématique, sur global, le bloc occidental, le fondement du bloc occidental. Oui, bien évidemment. C'est le fondement. Comme je l'ai dit, ceux qui se prenaient pour des rois sont nus. Et aujourd'hui, tenez-vous-le pour dit. Les panafricanistes, chaque fois qu'ils ont dit quelque chose, ça s'est toujours accompli. Aujourd'hui, la plupart des pays qui sont qualifiés, qui étaient considérés comme étant des pays du tiers-monde, qui refusent désormais d'être des pourvoyeurs de matières premières, seront victimes de déstabilisation, de conflits armés, de corruption, de manipulation, de désinformation. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons en tout cas sur le continent africain. Ce qui se passe au Soudan, en RDC, en Centrafrique, ce n'est que le début du commencement. Ce qui est en train de se passer à la frontière SCA, Tchad, peut impacter le Cameroun. Ce n'est que le début du commencement. Il appartient donc au peuple d'être vigilant. Tout à l'heure, dans la première thématique, je demandais qu'on chasse les bases militaires des étrangers, si vous voulez, les forces d'occupation qui sont sur nos territoires. Il faut les chasser absolument parce que ces forces d'occupation ne sont pas là pour la protection de nos intérêts, de nos populations. Ces forces sont là pour la préservation des intérêts de leurs États. Ni plus, ni moins. N'est-il pas aujourd'hui de bon ton pour les pays africains de choisir le bloc dans lequel ils vont vivre ou alors survivre dans les années à venir pour ne pas tomber justement dans le joug occidental qui est très virulent? Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, et pour parer à l'urgence, il faut aller vers les BRICS. Il faut aller dans le nouveau bloc qui est constitué des BRICS. Là-bas, c'est le salut, pour l'instant. Mais en même temps, j'ai toujours l'habitude de dire que il est paradoxal de constater que le continent africain, qui, comme je l'ai dit, c'est un continent constitué d'une cinquantaine d'États, ne puisse pas disposer d'une arme de dissuasion, alors que ces intelligences travaillent dans la mise en place des armes de dissuasion ailleurs, il y a un problème. Ça veut dire que c'est les politiques dans les États africains qui posent un problème pour que nos enfants, nos frères, nos sœurs qui travaillent dans ces pays-là ne puissent pas revenir chez nous, mettre en musique le know-how qu'ils ont acquis de ce côté. Il est urgent pour le continent africain d'avoir une arme de dissuasion. Nous avons certains États qui ont déjà des satellites, c'est une très bonne chose, mais nous devons avoir des satellites destinés à autre chose que ceux destinés à d'autres objectifs, à des objectifs militaires. Parce qu'aujourd'hui, les satellites dont disposent certains États africains, ce sont des satellites civils destinés pour des choses qui nous intéressent certainement, mais qui ne sont pas éminemment stratégiques. Il est donc urgent pour le continent africain qui a des terres arabes, 65% des terres arabes que compte la planète, une terre qui dispose des matières premières dont les autres ont besoin pour fabriquer les bombes qui viennent tuer la population, des armes nucléaires qui menacent la sécurité du monde, éventuellement celle des populations africaines, qui disposent des ressources humaines, qui disposent des ressources naturelles, et bien évidemment la démographie et le marché.
Mais il est paradoxal que le continent africain ne puisse pas disposer d'une arme de dissuasion. L'Afrique du Sud, sous l'apartheid, était dans un projet, n'est-ce pas, de... Posséder l'arme nucléaire, et bien vous voulez le Non, préciser. je crois que c'était encore un projet. Je crois que c'est encore un projet. Non, il ne se pose pas encore. Peut-être d'autres aînés vont peut-être me contredire, mais non, sur le régime de l'apartheid, l'Afrique du Sud était dans un projet, n'est-ce pas, de fabrication d'une arme de dissuasion, n'est-ce pas? Malheureusement, avec l'arrivée, n'est-ce pas, de Mandela, qui a dû signer beaucoup, n'est-ce pas, je veux dire, qui a dû faire beaucoup de concessions, l'Afrique du Sud a dû abandonner ce projet. Je pense qu'il faut remettre en selle ce projet, peut-être pas du côté uniquement de l'Afrique du Sud, mais ailleurs sur le continent africain. Pourquoi pas au Mali? Le Mali, qui est désormais un modèle pour le continent africain, peut être ce pays-là qui doit pouvoir être l'épicentre de l'État qui va disposer d'une arme de dissuasion. De ce que nous avons quand même des révolutionnaires. Donc, et qui a une histoire qui est en avance. Après l'histoire égyptienne, nous avons le Mali qui a une histoire qui est en avance sur les autres. Donc, je pense qu'il faut pour le continent africain, dans le contexte actuel, pour revenir à votre question, dans le contexte actuel, c'est important pour le continent africain, pour les États africains, d'aller massivement vers les BRICS, qui sont un avenir, qui ne vont pas s'ingérer dans nos affaires internes, qui ne vont pas nous imposer des contre-valeurs, qui sont considérées comme des valeurs chez eux, en l'occurrence l'homosexualité, ou la zoophilie, tout ce que cela comporte, la serpentologie, tout ce que ça vous voulez. Donc moi je pense que ce qui est considéré comme des valeurs chez eux, alors que chez nous, nous avons nos valeurs qui ne sont pas universelles et que nous n'imposons à personne. Donc, il est urgent pour les États africains qui sont jaloux de leurs véritables valeurs, d'aller vers les BRICS, qui ne vont pas leur imposer des contre-valeurs, leur culture, qui ne vont pas s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Donc, en plus, où la notion du droit international aura un sens, où la notion de la souveraineté aura un sens. Je pense que dans le contexte actuel, l'alternative, ce sont les BRICS. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été avec nous ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous souhaitons de passer une agréable journée.